Aujourd'hui, nous vous présentons un grand entretien consacré à une figure majeure, mais parfois oubliée de la Ve République, Jacques Chaban-Delmas, et sa vision politique portée par le projet de la nouvelle société. À travers cette discussion, nous chercherons à comprendre ce que fut réellement le gaullisme social, ce qu'il a représenté dans la politique française et surtout ce qu'il peut encore nous dire aujourd'hui. Pour en parler, nous recevons deux représentants du Bureau national de l'Union des étudiants gaullistes. Tout d'abord Mathéo, président de l'Union des étudiants gaullistes, et à ses côtés Mathieu, secrétaire général de l'UEG. Nous allons revenir ensemble sur l'héritage politique de Chaban-Delmas, sur la nouvelle société et sur la place qu'occupe aujourd'hui le gaullisme social dans le débat politique français. Tout d'abord, qui était Jacques Chaban-Delmas politiquement ? Alors Jacques Chaban-Delmas est né en 1915 à Paris. C'est un grand résistant, il a participé à la libération de Paris. Ensuite, après la guerre, en 1946, il devient député de Gironde. En 1947, maire de Bordeaux. Alors son choix, bien évidemment, ne se portait pas par Bordeaux, mais c'est le général de Gaulle qui l'incite. En 1958, il devient président de l'Assemblée nationale, alors que le général de Gaulle voulait le placer place Beauvau. Or, ayant participé au gouvernement de la 4ème République, Michel Debré, qui est l'un des grands barons du gaullisme, ne voulait pas le voir dans son gouvernement. De plus, le général de Gaulle soutenait Paul Reynaud. Et Paul Reynaud était atlantiste. Et donc il y avait un risque d'un véritable clash entre le président de l'Assemblée nationale et le président de la République. Donc Chaban s'est manifesté pour prendre la présidence de l'Assemblée nationale. En 1969, le général de Gaulle démissionne suite à un référendum raté et Georges Pompidou est élu président de la République. Alors nous sommes au lendemain de la crise de mai 68 et Jacques Chaban-Delmas paraît comme un choix logique pour Georges Pompidou. Tout d'abord, c'est un de ses grands amis. D'ailleurs, Chaban va tenter de réconcilier Pompidou et de Gaulle. Par ailleurs, c'est un gaulliste social. Donc, c'est pour une certaine catégorie de la société, une personne qui pourrait incarner justement les revendications mai 68. Voilà. Alors il va libéraliser l'ORTF. Alors là, ça va provoquer également un clash entre la garde rapprochée de Pompidou, Marie-France Garot, Pierre Juillet, et ensuite la garde rapprochée de Jacques Chaban-Delmas, avec notamment un certain Jacques Delors, qui sera plus tard membre du Parti Socialiste. Il a été chef aussi de la grande CFDT. Aussi, il va avoir une deuxième erreur. C'est lors de son discours de politique générale de la nouvelle société, le 16 septembre 69. Jacques Chaban-Delmas oublie de transmettre son discours au président de la République. De plus, son ouverture vers la gauche va, selon certaines personnes, notamment Pierre Juillet, C'est que Chaban est considéré comme un être socialisant pour les gaullistes conservateurs. Donc par exemple Marie-France Garot ou Juillet verra en Chaban quelqu'un qui se rapproche beaucoup trop de la gauche, c'est-à-dire des socialistes de Mitterrand. D'ailleurs, Chaban et Mitterrand se connaissaient très bien, puisqu'ils ont participé à plusieurs gouvernements ensemble. Oui, gouvernement Pierre Mendès France en 1954, également le gouvernement de Guy Mollet. Ils se sont aussi connus durant la Résistance. Alors certes, ils ne vont pas avoir le même parcours, bien évidemment. En plus, il y a aussi un problème, c'est que les élections législatives de suite mai 68 provoquent, on va dire, une droitisation du clan gaulliste. C'est cette vague bleu marine, donc pas assez socialisant pour la branche de Chaban. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il va ne pas avoir le soutien d'ailleurs de la plupart des députés, ce qui va lui être d'ailleurs reproché. Alors en 1974, il va être le candidat à la présidentielle. Il va se faire trahir par Marie-France Garot, Pierre Juillet, on en a parlé tout à l'heure, mais aussi par un jeune loup, Jacques Chirac. C'est lui d'ailleurs qui va mettre en place ce qu'on appelle l'appel des 43. L'appel des 43 regroupe 39 parlementaires gaullistes, mais aussi 4 ministres, et qui critique Chaban et soutient directement Giscard. Et donc à partir de là, c'est le déclin pour Jacques Chaban-Delmas. Alors il va essayer de faire un petit comeback en 86. François Mitterrand est président de la République à ce moment-là. C'est la première cohabitation.
comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les deux sont des amis. Jacques Chaban-Delmas obtient l'accord de Jacques Chirac et du RPR. Sauf qu'entre-temps, Jacques Chirac rencontre François Léotard et la stratégie est donnée au RPR de liquider l'hypothèse Veil-Giscard et à l'UDF de liquider l'hypothèse Chaban. C'est comme ça que Chirac est nommé à Matignon finalement en 86. Alors il décède finalement en 2000 après avoir servi la France près de 60 ans quand même, avec toujours cette même ardeur qui le caractérise étant. Voilà ce qu'on peut dire en tout cas sur le parcours, en résumé bien sûr. Et sa longue carrière en tant que maire de Bordeaux. Oui, 47 ans. Et la nouvelle société, est-ce qu'on peut parler donc d'une rupture ou d'une continuité avec le gaullisme ? Alors il y a bien évidemment une rupture, je pense au moment où il dit « La France est encore un pays de caste ». Des écarts excessifs de revenus, une mobilité sociale insuffisante, maintiennent des cloisons anachroniques entre les groupes sociaux. Là, c'est une dénonciation de la France des années de Gaulle, en quelque sorte. Mais il y a aussi une continuité notamment dans l'ordre social. Le général de Gaulle, ce n'était pas uniquement l'ordre. On se rappelle du discours d'Oxford ou même d'Albert Hall. Bon, Chaban, il caractérise plus cet héritage-là. Mais aussi, il y a une continuité dans la politique étrangère à mener. Alors, notamment la politique de non-alignement. Après, il y a aussi une rupture, ça va être l'entrée de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne. Pourquoi cet héritage a-t-il été marginalisé ? Alors, ce qui va se passer, c'est qu'en 72, Chaban est forcé de quitter Matignon, alors qu'il a réussi à obtenir un vote de confiance. Et Georges Pompidou souhaitait sans doute avoir une branche encore plus conservatrice que la précédente. Il souhaite nommer son grand ami Olivier Guichard, sauf que Marie-France Garot et Pierre Juillet décident de faire monter Pierre Messmer. Alors Pierre Messmer, c'est un héros de la résistance. Qui a participé à la bataille de Bir Hakeim, qui a été décoré de l'ordre du coup de la Libération. Exactement. Donc c'est une grande figure pour la droite en fait, oui. Et en tout cas pour le clan conservateur de la famille gaulliste. Oui. Alors c'est là que c'est intéressant parce que même si Pierre Messmer est auréolé par la résistance, ce n'est pas un gaulliste de la première heure. En 58, il ne participe pas aux événements du 13 mai. Il donne même des consignes, c'est ce qu'on retrouve dans le livre de Pierre Mananti, Les barons du gaullisme. Il donne même l'ordre aux soldats de ne pas prendre parti. Et finalement, il va devenir gaulliste en 1960, lorsqu'il devient ministre des armées, enfin de la défense. Et donc en 72, donc c'est Marie-France Garot et Pierre Juillet qui le met à Matignon. Donc à partir de là, il va enlever, on va dire, tous les chabanistes du gouvernement. C'est ainsi que Léo Hamon, aussi grand résistant et grand gaulliste de gauche, sera évincé du gouvernement, parce que trop proche avec Chaban. C'est Michel Debré aussi. Michel Debré, qui était ministre sous Chaban, ne se retrouve pas dans le gouvernement en 72, sous Messmer. Et donc c'est comme ça qu'on arrive un peu à marginaliser l'héritage de Chaban. Puis aussi vous avez le travail de sape de la garde rapprochée de Pompidou. Ils vont mettre en place des rumeurs totalement affreuses, comme quoi il aurait notamment tué sa femme pour pouvoir se marier avec Micheline. Ils vont également faire fuiter la fuite d'imposition de Chaban. Selon vous, est-ce que le gaullisme social a-t-il encore un avenir politique en France ? Non, mais concrètement, le gaullisme social aujourd'hui n'est plus incarné par des gaullistes, ni par des personnes sociales. Donc il est très difficile en fait de trouver des personnes qui aujourd'hui incarneraient la vision politique qu'avait Jacques Chaban-Delmas quand on voit une des dernières déclarations de quelqu'un qui se revendique comme gaulliste social, qui est l'ancien Premier ministre Michel Barnier. Michel Barnier, ancien membre de la Commission européenne, qui avait ordre, et il le dira lui-même dans une interview, de ne jamais favoriser la France par rapport aux autres partenaires européens. Donc, quand sur la scène politique, il ne reste plus que des personnes comme Michel Barnier pour incarner le gaullisme social, il est difficile de se dire que le gaullisme social a encore une existence concrète sur ses fondamentaux et sur ses bases aujourd'hui. Et que peut retenir la jeunesse aujourd'hui de tout ça ? Alors finalement, Chaban, c'est un peu l'histoire d'un rendez-vous manqué.
Alors bien sûr, il y a son projet de la nouvelle société qui a permis de donc, libéraliser l'ORTF. D'ailleurs, c'est pour ça que vous avez un JT sur France 2. Si aujourd'hui un JT de 20h sur France 2, c'est grâce à Chaban. La destruction de bidonvilles également, où il disait qu'on ne pouvait pas ne pas trouver de logement pour ces personnes-là, que c'était une nouvelle forme de ségrégation. Imaginez en 72, un gaulliste social. C'est même pas une personne de gauche, un communiste. Non, un gaulliste qui disait que c'était une nouvelle forme de ségrégation. Bien que le projet n'ait pas pu se terminer, quand on écoute encore aujourd'hui le discours, il a une résonance particulière. Bon, je vous disais tout à l'heure, Chaban qui disait nous sommes encore un pays de caste, des écarts excessifs de revenus, mobilité sociale insuffisante. Bah, c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Bon, on doit également à Chaban l'hôpital public. C'est quand même incroyable. La bombe atomique, c'est aussi Chaban quelque part. Parce que ministre de la 4ème République, il a toujours privilégié les impératifs nationaux. Quoi qu'en pensent les gaullistes. Plus conservateurs. Je pense notamment à Michel Debré qui, dans son courrier de la colère, bien évidemment, critiquait Soustelle ou critiquait Chaban. Bon, bien voilà. Puis il y aurait d'autres sujets aussi qui intéresseraient un peu plus la jeunesse, en lien avec Chaban. C'est justement cette vision de la société, comme quoi il fallait réagir à un événement majeur qui avait été mai 68, donc une réaction violente, de la part de différents mouvements, c'est-à-dire de la part de la jeunesse, parce qu'il y avait une aspiration, on rentrait dans une nouvelle époque, c'est-à-dire qu'il y avait eu l'époque d'après-guerre, où il y a eu le poids politique de tous ceux qui avaient vécu la guerre, donc le général de Gaulle en premier, tous les anciens résistants, et il y a un appel de la jeunesse de créer quelque chose de nouveau. Donc on rentre vraiment dans une nouvelle décennie, dans une nouvelle phase, et en fait, Chaban-Delmas, c'est quelqu'un qui avait compris qu'il y avait l'ancien et il y a le nouveau monde. Et il faut savoir adapter la politique à ce nouveau monde, parce qu'on ne pourra pas lutter contre, et on le verra avec les années qui suivent, il y aura énormément de changements, de chamboulements qui feront que la droite se déconnectera de plus en plus, et y compris du coup la famille gaulliste qui a disparu, qui s'est évaporée dans le temps, plus les années qui passent. Donc Chaban était quelqu'un qui avait compris que pour continuer l'œuvre du général de Gaulle, il fallait écouter l'aspiration du peuple. Donc le peuple réclamait plus de visibilité, plus d'humanisme, notamment au sein de l'entreprise, avec justement le renforcement des lois sur la participation, avec aussi, j'ai oublié l'autre terme, qui était d'avoir plus sur le travail entre les syndicats, en fait, qui était renforcé. C'était pas une loi qu'il avait passée, si je ne me trompe pas, pour créer un dialogue, en tout cas, interne aux entreprises. Le dialogue social, voilà, dans les entreprises. Donc, et une politique de concertation. Une politique de concertation. Et on le voit aujourd'hui dans le monde du travail, c'est qu'il y a un retour déjà de caste, entre guillemets, parce que la méritocratie que défendaient les gaullistes n'est plus représentée aujourd'hui. Donc il y aurait beaucoup de choses qui serviraient, je pense, comme exemple, et dont Chaban avait justement ouvert la voie, s'il fallait conclure. Au fond, se pencher sur l'héritage de Jacques Chaban-Delmas, c'est se poser une question toujours actuelle. Comment concilier l'autorité de l'État, le progrès social et la participation des citoyens? Bref, comment faire vivre aujourd'hui l'ambition d'une véritable nouvelle société?